On commence cette panel, je crois, avec beaucoup de raisons, avec le thème de la gouvernance. Vous avez entendu la ministre mentionner que la gouvernance est le premier pilier, parce qu'il y a une conscience que sans gouvernance, c'est assez difficile de mettre en place tout le reste. On va parler dans cette panel de gouvernance politique, de gouvernance économique et de gouvernance sociale. Je crois dans l'entendement qu'un sans l'autre n'est pas possible. Et j'entendais et je parlais avec plusieurs membres de cette salle, et du secteur privé et du secteur public, en disant, bon, sans la gouvernance, en fait, les investissements sont assez difficiles. Et c'est donc dans l'intérêt de tout le monde que cette conversation puisse se faire dès le départ, et qu'il y ait que cette passion et cette vision qu'on a entendue jusqu'à là, on puisse l'entendre aussi sur la gouvernance. On a très peu de temps, donc je vais rapidement passer la parole à mes collègues imminentes. Je vais demander à chacun de voir la gouvernance à partir de leurs responsabilités et de leur vision. Et c'est vrai qu'on a entendu aujourd'hui déjà beaucoup de progrès. C'est vrai, on a aussi entendu des défis. C'est un peu partout. Et donc, dans ce cadre et sur la base de leçons apprises, comment le gouvernement est en train de mettre en place ces mécanismes qui permettent justement dans le pilier de la gouvernance que ceci se fasse. L'objectif, je veux le lire parce que je crois que c'est important de le connaître. L'objectif stratégique est de lever les facteurs de fragilité politique et sociale de la Guinée tout en promouvant la bonne gouvernance dans ses dimensions administratives, locales, économiques et environnementales. Et je crois que c'est important que cette vision large soit à la base de ceci. Je voudrais donc suggérer qu'on commence avec le ministre d'État, M. Bangoura. C'est un docteur en sociologie. C'est un profil assez intéressant parce que, bon, il connaît l'Europe, mais c'est un passionné de l'Afrique. Il connaît l'Europe parce qu'il a étudié ici en France, mais il a travaillé avec une ONG, il a dirigé pendant longtemps, et donc il peut avoir une lecture à partir de la société civile aussi. Il a été gouvernement dans plusieurs parties. Je veux juste peut-être mettre l'accent sur le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, parce que dans la gouvernance, c'est important de voir la mise en place au niveau central, mais aussi de collectivités locales. Bon, il a été involucré dans les élections, et bon, il est quand même le ministre d'État et secrétaire général de la présidence. Ministre, je vous passe la parole. Bonjour, bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour à tous. Je ne vous souhaite pas la bienvenue parce que très sincèrement, ça a été tellement fait avec brio et plénitude par madame la ministre que je me contenterai à votre nom à tous de féliciter le gouvernement de la République de Guinée, mais de féliciter particulièrement madame la ministre du Plan et de la coopération internationale. La gouvernance politique et démocratique a connu une rupture, comme le disait madame la ministre des Finances tout à l'heure. Le principe de rupture se décrit par l'élection présidentielle de 2010. Élection qui faisait suite à un coup d'État militaire et qui a permis au pays d'exprimer pleinement, sans entrave, sa volonté politique en choisissant la personne du professeur Alpha Condé comme président élu. À partir de cet instant, il restait à pratiquement reconstruire les bases d'un État de droit, d'une démocratie pluraliste, tout en maintenant la cohésion sociale et en garantissant les libertés publiques. C'est dans ce cadre qu'une dynamique démocratique et institutionnelle s'est mise en place, et Monsieur le Président l'a dit ce matin, en commençant par la réforme des forces armées de notre pays. Les forces armées qui constituent une institution et qui avaient besoin de revenir dans leur rôle de défense et de garant des institutions, mais aussi également d'être soumis à l'autorité légale civile. Après cette réforme de défense et de sécurité, le gouvernement guinéen s'est attelé à la mise en place des institutions républicaines. Je vais citer la mise en place de la Haute Autorité de la Communication,
qui, de ce fait, consacrait totalement la liberté d'expression et la liberté de la presse et sortait du champ de la justice et de l'administration les débats autour de la liberté de la presse et des délits qui peuvent y être liés. La deuxième institution mise en place a été le médiateur de la République. Le passé récent de notre pays le prouve à suffisance. Il est important qu'une institution soit entre les citoyens et l'État et puisse défendre les droits légitimes des citoyens et usagers de l'administration. Ensuite, il a été mis en place le Conseil économique et social, qui est dirigé par une dame d'ailleurs, une grande syndicaliste. Cet organe d'État permet aujourd'hui que la revue justement des politiques publiques mises en œuvre soit partagée avec la société civile, avec les organisations de défense des droits de l'homme et avec les syndicats de notre pays. Il a été procédé ensuite à une réforme totale du système judiciaire qui a vu l'émergence du Conseil de la Cour constitutionnelle guinéenne, qui aujourd'hui émet des arrêts sur tous les actes posés et par l'exécutif et par le législatif. Une loi qui est votée aujourd'hui a besoin d'un avis juridique de cette Cour constitutionnelle. Un décret du président de la République souvent requiert cet avis-là et consacre ainsi la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Il a été mis en place également un Conseil supérieur de la magistrature. Et je dois vous avouer que là, la rupture et la relance retrouvent tout leur sens parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que les magistrats sortent du champ, disons, de discipline de la fonction publique pour être soumis seulement à l'autorité d'un organe supérieur de justice qui est le Conseil supérieur de la magistrature, qui aujourd'hui connaît de toutes les plaintes portées contre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et a prononcé déjà, comme le président l'a rappelé ce matin, plusieurs sanctions. Également, il a été mis en place la Cour suprême qui permet que les recours dans l'ordre judiciaire se fassent et se limitent dans le domaine juridique toujours, sans intervention ni du politique ni de l'administratif. Ces chantiers institutionnels ont été conduits en concertation avec la société civile, avec tous nos partenaires techniques et financiers présents dans la salle et avec une forte implication de la coopération bilatérale. Et il faut admettre que nous sommes servis de l'expérience des autres pays. Nous avons poursuivi pour institutionnaliser, c'est-à-dire mettre dans la Constitution guinéenne une institution nationale des droits humains qui permet aujourd'hui que les organisations non gouvernementales chargées des droits de l'homme, au niveau local et au niveau international, puissent se réunir régulièrement et faire des rapports sur le respect des droits et des libertés pour tous les Guinéens. Monsieur le Président de la République a souhaité relancer la décentralisation pour garantir la participation citoyenne au niveau local et au niveau national en favorisant une allocation budgétaire plus forte et une gestion plus directe des collectivités par leurs représentants légitimes. D'ailleurs, au mois de février, aura lieu la première élection générale des collectivités locales de notre pays depuis plusieurs années. Je voudrais aussi insister sur les droits de l'homme et les libertés publiques. Une démocratie, ce sont des institutions, ce sont des principes, mais aussi c'est la vie de tous les jours, avec les avancées et les difficultés rencontrées. Et à ce niveau, il a été mis en place des observatoires sur notamment la torture, les détentions et violations arbitraires et les violences faites aux femmes. Ces observatoires ont pour but d'attirer l'attention et du ministère de la Justice, mais aussi des différents ministres responsables de ces secteurs pour que la prévention soit aussi un outil de protection des droits humains fondamentaux de tout un chacun. Je voudrais insister qu'en matière de gouvernance toujours, Monsieur le Président de la République a institué depuis 2012 un dialogue permanent au niveau politique. Une démocratie se construit par la cohésion, mais aussi par la bonne gestion de la contradiction politique et de l'opposition politique. C'est ainsi qu'il a été mis en place un cadre de dialogue dont le comité de suivi se retrouve chaque 2 semaines pour suivre l'évolution des différents accords et permettre au pays ainsi de donner quitus et fécondité à la possibilité que des accords soient conclus entre parties opposées politiquement dans l'intérêt supérieur de la nation et sous l'empire de la seule loi. Je dois signaler également que le président de la République a demandé à l'Assemblée nationale de voter une loi portant statut du chef de file de l'opposition, ce qui permet aujourd'hui, dans notre pays,
que l'opposition ait un rang protocolaire dans toutes les activités de l'État et que le chef de file de l'opposition, doté d'un budget conséquent, puisse jouer son rôle de contradicteur légal et légitime, et au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du débat public. D'ailleurs, il est devenu de tradition que le chef de l'État rencontre et consulte le chef de file de l'opposition sur les différents problèmes concernant la vie de la nation, dans les engagements et nationaux et internationaux. Je voudrais insister aussi de l'établissement des relations de partage dans la gestion de l'Assemblée nationale qui permettent aujourd'hui que notre opposition est une des vice-présidences de l'Assemblée nationale et, je crois, occupe une demi-douzaine de postes au niveau du bureau de l'Assemblée. Ceci pour permettre que la culture de contradiction soit vécue de façon harmonieuse et perturbe le moins possible et l'ordre public et la cohésion sociale. Voilà pour la révolution, je dirais, institutionnelle et démocratique en marche. Et voilà pourquoi aussi la Guinée offre aujourd'hui un cadre serein et sûr pour les investisseurs. Parce qu'il y a un consensus national sur la nécessaire et indispensable évolution économique du pays, le changement d'envergure et de paradigme pour que le pays soit un pays riche, un pays prospère pour tous. Il faut que le pays puisse vivre ses contradictions politiques de façon apaisée et laisser la place à l'expression libre de tout un chacun dans le respect de la loi. Donc voilà pour l'introduction de la partie gouvernance politique et la gouvernance démocratique. Et je voudrais finir simplement pour vous dire que tout cela est sous-tendu par une conviction ferme, celle qu'on ne peut pas construire une société économiquement prospère sans garantir les libertés des individus et des groupes, celle qu'on ne peut pas construire une économie durable sans appliquer la loi et que la loi soit dite et assumée par l'administration. Je voudrais donc, au nom de tous, vous renouveler notre disponibilité à répondre aux différentes questions du débat. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter maintenant le ministre Ndiaye, connaît aussi très bien la France parce qu'il a été diplômé en sciences politiques ici à la Sorbonne, mais je dirais qu'il est surtout connu pour être un journaliste international. Il a couvert les différentes chaînes de radio et télévision africaines. Il est un grand connaisseur de la région et depuis 2010, très engagé en Guinée et maintenant ministre de la Communication. Ministre, à vous, parce que je crois que c'est important qu'on puisse voir tout le côté social, la gouvernance sociale. C'est vrai qu'on va avoir des présentations sectorielles de la politique sociale. Je crois que c'est important de voir la gouvernance sociale dans son ensemble, comment le gouvernement est en train de la voir. Merci. Merci, madame. Je m'excuserai d'entrée de jeu. Parce que je crois que le Programme national de développement économique et social s'appuie aujourd'hui sur un contexte et un socle politique qui ambitionne une gouvernance moderne et efficace. Cette gouvernance s'illustre par une série de facteurs, au nombre desquels je vais vous donner quelques exemples. D'abord, la première chose, c'est l'ancrage dans le processus démocratique de la République de Guinée, dans la démocratie. Je crois que ça, c'est important. Pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l'histoire de la Guinée, il faut savoir qu'on a eu en gros 3 périodes. On a eu une période de 1958 à 1984 où c'était un pays fermé avec un régime dirigiste de parti unique, où la compétition politique se faisait autour d'un seul parti politique. Nous avons une seconde période qui part donc de 1984 à 2008, qui a connu à la fois une transition militaire et une loi fondamentale qui a été adoptée en 1990, avec des scrutins sous contrôle. Nous avons une dernière transition militaire qui a eu lieu entre 2008 et 2010. À l'issue de cette transition militaire qui a donc conduit à cette première élection libre et démocratique, ce qui fait dire que le président Alpha Condé, dans notre histoire, c'est le premier président élu démocratiquement dans un contexte pluraliste et ouvert. Parce qu'en 2010, le chef d'État sortant n'était pas candidat à sa succession. C'était une élection qui était supervisée par la communauté internationale, qui a connu les résultats que nous avons connus en 2010. Et il faut également annoncer que c'est la première fois qu'une élection présidentielle organisée par une commission électorale nationale indépendante,
une institution créée sur la base paritaire de 25 membres, regroupant à la fois des représentants de la mouvance présidentielle, des représentants de l'opposition et quelques membres de l'administration, avec cette particularité, c'est que cette commission électorale nationale indépendante est toujours présidée par un homme issu de la société civile. Tout cela a conduit à quoi? Ça conduit à la fois à la mise en place de nouvelles institutions prévues par la Constitution, comme il a été rappelé tout à l'heure. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ajouterai juste que la seule institution qui est en attente d'être portée sur les fonds baptismaux, c'est la Haute Cour de justice. Ensuite, il faut également ajouter la question de la réforme des forces de défense et de sécurité, comme le chef de l'État a eu à le rappeler tout à l'heure, pour moderniser l'institution, pour en faire une institution républicaine, une institution moderne, dans laquelle l'avancement en grade se fait sur la base rationnelle de la formation, comme on peut le voir, qui a complètement changé la nature des relations entre la population civile et les militaires. Il faut également ajouter à cela que c'est la crédibilisation de tout le nouveau système judiciaire qui a rapproché les citoyens guinéens de la justice guinéenne de la justice, et avec la création donc de ce centre, de ce Conseil supérieur de la magistrature. Tout cela, c'est un cadre aujourd'hui propice pour la liberté de la presse, parce que c'est un pays dans lequel les délits de presse sont dépénalisés, c'est un pays dans lequel il existe une instance de régulation qui est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui a la possibilité donc à la fois d'arbitrer, donner des sanctions, parce que si vous regardez le panorama aujourd'hui, nous avons en gros 40 radios commerciales et 32 radios communautaires. Et ces radios qui sont censées jouer un rôle que nous espérons poser au gouvernement dans le cadre de la réconciliation nationale. Alors, la réconciliation nationale en Guinée, avec lequel il y a une cour, il y a un comité provisoire, en fait, c'est un projet pour renforcer la cohésion nationale et l'unité nationale de notre pays, qui, lors de la dernière décennie, c'est le pays qui a quand même accueilli plus de millions de réfugiés sur notre territoire national, et le pays n'a jamais connu de guerre civile. Et alors, pour que le PNDS puisse être un facteur de consensus, il faut un cadre institutionnel apaisé. Je ne reviendrai pas trop sur le dialogue politique, ça a été évoqué tout à l'heure. Et voilà. Alors, je ne reviendrai pas beaucoup sur le dialogue politique. Je constate tout simplement qu'un certain nombre d'impératifs importants ont été pris en compte pour créer un climat par lequel la liberté s'existe à la fois entre le gouvernant et le gouverné, la liberté s'existe entre les partis politiques et l'institution, et pour qu'on puisse prolonger ce goût de la démocratie. J'ajoute également que le budget, l'élection communale est prévue le 4 février et que le budget électoral est pris sur le budget national de l'État. Alors donc, j'ajouterai pour terminer également que le pays ne connaît pas de prisonniers politiques ni de prisonniers d'opinion, ce qui est quand même aussi important. Et tous les derniers prisonniers détenus dans le cadre des manifestations politiques ont été libérés. L'identification et la poursuite des auteurs de violences durant les manifestations politiques sont en cours. Le Parlement a pris des initiatives pour l'inscription d'un taux forfaitaire dans la loi de finances de 2017 en faveur des victimes concernées par les manifestations politiques. Aussi, le processus d'identification des victimes des différentes manifestations politiques. Je ne continuerai pas sur la gouvernance sociale, puisque je crois que les ministres techniques qui vont intervenir sur ce sujet, je voudrais en quelques mots vous camper ce décor qui illustre aujourd'hui un pays comme la Guinée, qui a besoin de croissance, mais aussi qui a besoin de renforcer sa démocratie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois que fondamental le thème de la cohésion sociale, du dialogue national, de la participation des citoyens dans la mise en place de ce programme. Donc, je passe la parole au ministre du Budget, Dr Doumbouya, excusez-moi, hein, économiste, spécialiste de développement de thèmes bancaires, de thèmes monétaires. Il a aussi étudié ici en France, mais aussi au Maroc. Il est professeur, il a été conseiller spécial et je crois donc qu'il est le mieux placé pour nous parler donc de la gouvernance économique. Merci. Merci beaucoup. La gouvernance économique. Alors, lorsque les ministres de l'économie et des finances et celle du plan de la coopération passent, les statistiques manquent au ministre du budget que je suis. Donc, ce que je voudrais faire, c'est, puisque nous savons ce que vaut l'économie guinéenne actuellement et quelles sont ses perspectives,
c'est juste de partir d'une analyse, d'une étude régulièrement faite par la Banque mondiale, qu'on appelle régulièrement le CPIA, l'évaluation des politiques publiques et des institutions, pour vous dire quels sont nos principaux défis, en fait. Parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut décliner ce PNDS de façon correcte et que ça puisse impacter les conditions de vie de nos populations. Donc, le CPIA, aujourd'hui, place la Guinée, en tout cas, au même niveau que la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En 2011, nous étions à 2,85. Aujourd'hui, nous sommes à 3,2. Et quand on décline ce CPIA, bien sûr, le volet cadre macroéconomique, il est bon. L'économie se porte bien et dispose de bons arguments actuellement avec des investissements qui arrivent. L'économie se porte encore bien avec un cadre, un budget, bien sûr, qui est bien géré et qui essaye de tenir compte des différents facteurs de risque pour pouvoir justement répondre aux différentes attentes conformément à l'adoption parlementaire. Alors là où nous avons des difficultés, c'est au niveau justement des réformes, notamment des institutions qui sont censées décliner ou mettre en exécution ce plan. Je pense qu'à ce niveau, ce que nous faisons actuellement, c'est de remettre en cause, ou en tout cas d'adapter les conditions dans lesquelles ces institutions sont gérées. Le budget d'abord, en tant que bien du peuple. Nous travaillons, comme ce que le président a exigé, à une appropriation sociétale en fait, du budget. Pour la première fois cette année, nous avons eu un débat d'orientation budgétaire au cours duquel la société civile et le secteur privé, mais aussi le Parlement, ont eu à se prononcer sur les orientations à court, moyen et à moyen terme de ce budget. Donc, autrement dit, nous sommes inscrits dans une logique de planification et programmation, budgétisation, mais aussi de suivi-évaluation. L'autre élément aussi que nous faisons, c'est comment lutter contre la corruption. Parce que la corruption, bien sûr, ça peut avoir une certaine satisfaction, entre guillemets, à court terme, mais à moyen et long terme, ça a des effets néfastes, justement, sur la déclinaison de ces politiques publiques. Donc, tout l'effort que nous faisons actuellement, c'est de faire en sorte que ce budget soit accessible aux citoyens, qu'il y ait un regard, un contrôle commun, que ce soit parlementaire, que ce soit de la société civile, que ce soit du secteur privé, dans l'exécution de ce budget. Et que, tant que c'est possible, nous puissions dématérialiser les process, en fait, les rapports administration-administrés. Donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a de grosses réformes au niveau des marchés publics qui constituent aujourd'hui, en réalité, un point sur lequel nous devons mettre beaucoup d'emphase pour que tous ces projets qui doivent changer le quotidien des Guinéens puissent se décliner sans difficulté. L'autre élément aussi, c'est la transparence budgétaire. Après tout, le budget que nous gérons, c'est un bien du peuple. Donc, le peuple a le droit de savoir comment est-ce que ce budget il est géré. Donc, nous travaillons sur la communication, nous travaillons sur l'implication et aussi sur la redevabilité. Dorénavant, nous avons une Cour des comptes qui oblige de plus en plus les différents responsables que nous sommes à rendre compte. Donc, les réunions qui ont eu lieu avec les différents établissements publics administratifs, parce que ce sont en même temps des outils de livraison des politiques publiques, de prestation du service public. Donc, nous devons nous assurer que les fonds qui sont mis à disposition de ces établissements puissent être justifiés en termes d'utilisation et qu'ils soient utilisés comme il le faut pour livrer le service public. Et que derrière, qu'il y ait un compte-rendu qui soit fait et adressé aux citoyens. Donc, nous travaillons sur ces réformes-là. L'autre élément aussi, c'est la responsabilité des différents responsables, dirigeants en tout cas, que nous sommes. Nous devons tenir compte de cet aspect-là pour que le peuple puisse se retrouver dans le budget et que les différents projets, quand les partenaires arrivent pour pouvoir mettre en place des projets, puissent se faire sans que l'administration constitue en tant que telle un obstacle, en fait. Donc, pour nous, notre économie ne pourrait se décliner et se développer que lorsque l'administration accepte de se remettre en cause, de se reformer et de s'adapter en fait aux nouvelles réalités. Donc, telles sont de façon générale l'économie en fait des réformes que nous comptons mettre en place pour ce qui concerne la gouvernance macroéconomique et financière. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre peut-être 2 questions quand même.
Bonsoir à tous, merci. Je suis Cheikh Keïta, je suis fonctionnaire à Bercy, au ministère des Finances. Et je suis président d'un fonds d'investissement qu'on vient de créer, Sidiga Africa Network Fund. Nous parlons de la gouvernance. Nous parlons aujourd'hui, mais je pense qu'il faut parler aussi de demain. Je voulais poser la question, est-ce que dans notre constitution sur la gouvernance, nous avons prévu dans notre constitution l'après du président? C'est-à-dire souvent, dans les constitutions, on ne prévoit pas la sortie du président. Alors, est-ce que dans notre constitution, nous avons prévu un cadre juridique pour réserver au président de la République, quand il finit sa séance, quand il finit son mandat, comment il peut continuer à contribuer efficacement dans la gestion du pays? Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO. Alors, j'ai entendu Mme Kaba dire nous faisons de l'intégration régionale la pierre angulaire du programme national de développement économique et social. Et je trouve qu'elle a raison. Le marché au niveau de la Guinée est de très petite taille et vous avez un marché de 340 millions au niveau de la CEDEAO, sans compter que si on ajoute le Maroc, la Mauritanie et également la Tunisie, le marché sera encore plus grand. Alors, ce que je voudrais, j'ai noté également qu'on attend du financement du PNDS 13,7 milliards de dollars. Dans les 13,7 milliards, 30% seront faits par économie d'épargne publique. Et cela dépend des réformes. Que faire pour assurer la réussite de ces réformes? Ensuite, 38% relèvent du secteur privé. Que faire pour créer l'environnement pour les affaires? Sinon, si le privé n'est pas rassuré, il ne pourra pas décaisser les 38%. Et maintenant, il reste 30% qui proviennent des bailleurs de fonds. Bon, pour que les bailleurs de fonds viennent, il faut que cela rassure que quand ils mettront les fonds, mais je voudrais inviter les bailleurs de fonds, vraiment au nom de la communauté économique et régionale, qu'il n'y a pas d'engagement verbal, parce que beaucoup s'engagent et après on ne mobilise pas. C'est de la communication. Il faudrait qu'on s'engage à respecter les choix stratégiques de la Guinée et surtout que les priorités soient respectées. C'est vrai, il y a 600 projets, 172 projets phares, il y en a beaucoup. Et si on ne le canalise pas, mais on ne parviendra pas à s'en sortir. Alors ma question, ça concerne la monnaie unique. Le président Alpha Condé il est déterminé pour la monnaie unique, mais je note qu'en ce qui concerne le critère d'importation, 3 mois d'importation qu'on doit couvrir, les perspectives, le cadre macroéconomique ne le prévoient pas. Est-ce que cela a été pris en compte pour qu'en 2020 et un peu au-delà, nous arrivons à la monnaie unique qui va permettre la libre circulation des investissements et que la région puisse apporter également les investissements à vos projets? Je vous remercie. Merci. Peut-être on peut rapidement répondre aux 2 questions. Merci beaucoup. Pour ce qui est de l'intégration sous-régionale, la Guinée, avec ses 245 857 km, nous avons 6 frontières terrestres et une frontière maritime, ce qui fait de nous un pays qui certainement permettra d'accéder à beaucoup d'autres pays dans la sous-région. Donc nous sommes pleinement engagés. D'ailleurs, ça explique pourquoi, dans le domaine de l'énergie, 30% de l'énergie de Caleta sont destinés à être exportés et 20% de l'énergie de Swapiti sont aussi destinés à être exportés. Nous avons 2 barrages qui sont en cours et qui devraient certainement permettre, notamment le barrage de Foumi, d'alimenter, en tout cas dans le domaine agricole, bien d'autres pays, le Sénégal et le Mali aussi. Donc, nous sommes engagés. Pour ce qui est de l'aspect monétaire, il y a des critères qui ont été définis et nous travaillons aussi à travers les réformes macroéconomiques et financières pour que nous puissions être à ce rendez-vous. Nous sommes tous engagés, bien sûr, pour qu'on puisse avoir une monnaie unique, ce qui permettrait sans doute d'améliorer les interactions entre nos États. Mais cela suppose qu'il y ait une meilleure intégration économique, intensifier les échanges entre nous, faire en sorte que la plupart des transactions informelles puissent se formaliser et puissent avoir des traces et puissent profiter pleinement. Je pense que la question des
des infrastructures dont parlait le président de la République. Les routes, il faut des routes pour permettre d'accéder au marché. Il faut des voies ferrées. Aujourd'hui, quitter un pays comme la Guinée pour aller au Nigeria, il faut passer presque une journée parfois de voyage. Donc je pense qu'il y a du travail que nous devons tous faire ensemble pour qu'on puisse désenclaver nos différents pays et faciliter les connexions économiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je dois vous dire, en tant que PNUD, ce thème est un thème qui me passionne. En parler avec notre collègue, c'est depuis la réforme de l'armée, en fait. On a travaillé ensemble parce que créer la paix est important, la cohésion sociale est important. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a un effort de travailler dans la mise en place, dans la transparence, dans le dialogue social, à l'intérieur du Parlement et avec les différents acteurs, que le cadre des élections qui vont venir seront encore une opportunité de le faire. La liberté de presse a été mentionnée et donc on va vous accompagner. L'objectif 17 est justement des objectifs de développement durable, le partenariat de la communauté internationale qui doit accompagner ensemble, d'une manière articulée, les efforts des pays. Et donc, je regarde avec attention le suivi du programme. Merci beaucoup.